Le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec le coup de gueule de Nicolas Bonal. Je suis Gilbert Dared d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui s'intitule Les géos de la soumission. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque de YouTube, d'Odyssée et de X. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, suivre sur X, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Café et on commence. Alors Nicolas, tu vas pas te mettre à nager dans la Seine? Tu vas pas me faire un drame parce que je refuse de nager dans la Seine. Tu Non, moi sais, je laisse Paris où il est. Ma sœur est venue me voir parce qu'elle a pris sa retraite. Elle est restée une semaine, 2 semaines. On a fait le tour des paradors d'Espagne parce qu'elle a plus d'argent que nous, donc elle nous a gentiment invités. On a fait Jaén, Grenade, Cordoue. On a été aussi à Séville. Tout ça, j'en parle dans le blog. Et puis la pauvre, elle a dû prendre l'avion pour rentrer en France et elle a mis 12 heures, de 3 heures à 3 heures, 3 heures de l'après-midi, 3 heures du matin pour arriver à Nice. Et on se fout de toi, et on s'occupe plus de toi, il n'y a plus d'attention, c'est terminé les voyages, c'est terminé. Et à l'aller, ils avaient déjà raté ses bagages et au retour, ils auraient pu les perdre, ils les ont pas perdus. Bon, je dis ça parce que je sais par un copain qui est prof de grec à la Sorbonne qu'il ne va plus en Grèce. C'est Nicolas Richer, celui qui a écrit la fameuse Histoire de Sparte, qui a été un best-seller chez un éditeur dont j'ai oublié le nom une fois de plus, parce qu'on oublie tous tout ce qu'on a à dire, comme tu le sais. C'est Perrin. Il a édité Nicolas chez Perrin son Histoire de Sparte, et il m'a dit, je ne vais plus en Grèce parce que les avions, ça marche plus, comme ça. Donc là, on est quand même dans un aspect de déglingue avancé du système qui se généralise. Et comme tu me parles de la Seine, bon, ben, ils ont mis soi-disant 1,5 milliard pour nettoyer le fleuve, et puis il était dégoûtant. Et puis alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme toujours en Occident, ils ont remplacé par de la com, par du narratif, par de la propagande, par de l'étouffe chrétien, ou plutôt maintenant crétin. Ils ont décidé que l'eau était bonne pour se baigner, et après Hidalgo, on a vu des milliers d'imbéciles qui sont allés se jeter dans la Seine. Donc tout ça, en effet, fait partie de tout ce que j'ai déjà décrit 10 fois, mais j'y peux rien si Bonal a toujours raison, comme on disait la semaine dernière. Donc il y a ce petit recueil qui était gratuit d'ailleurs jusqu'à une date récente, enfin c'est-à-dire qui était gratuit, qui me rapportait zéro. C'était sur Amazon, il valait 4 euros. Il y a 10, maintenant je crois qu'il vaut 6. On l'a mis à 6 parce qu'on a besoin d'argent. Et on a parlé de toute cette aliénation humaine au cours de l'histoire. Alors je vais donner quelques exemples de titres. Augustin Cochin, Le piratage mental des Français depuis 1789. Comment l'État moderne a détruit notre civilisation. Ernst Junger et le syndrome de Titanic. Michéa, Mitterrand et la destruction du peuple français. Paul Virilio et l'ère de la dissuasion globale. Ce texte m'a fait très plaisir parce que l'éditeur de Virilio, Galilée, l'a repris sur son site en disant voilà un texte important pour nous. Snowden et le contrôle électronique du parc humain. Observation sur le devenir eunuque de la tyrannie en Occident. Et là, je me suis inspiré de la Chine, que j'ai découvert un peu par hasard grâce à Étienne Balache, un Hongrois qui avait écrit des livres sur la Chine dans les années 50-60. Et lui, il explique qu'en Chine, tu n'avais pas le droit de marcher d'une certaine manière, de porter des chaussures d'une certaine manière. Tu n'avais pas le droit de porter des chapeaux d'une certaine manière, où il fallait qu'ils soient très larges, exactement comme pendant le Covid. Et donc, en fait, cette aliénation humaine à travers les siècles et cette force du pouvoir dont j'ai beaucoup parlé aussi avec Tocqueville, dont on a publié enfin un recueil avec ma femme et avec Bertrand de Jouvenel, toute cette force du pouvoir, évidemment, crée un citoyen intégralement conditionné et soumis. Après, il y a l'exception française, l'autopsie de l'exception française. Moi, je maintiens qu'on n'est pas le pays de la liberté, on n'est pas le pays des droits de l'homme. On est le pays qui dit être le pays de la liberté, on est le pays qui dit être le droit de l'homme. L'homme n'a pas beaucoup de droits en France, on s'en rend compte de plus en plus avec Macron. On aurait pu se rendre compte avant. On aurait pu se rendre compte avant. Au lieu de gueuler après Macron, c'est pas que je vais faire sa pub, mais enfin, Gambetta, comme a dit Bernanos, envoie 1,5 million de Français se faire casser la jambe. C'est un peu le Zelensky de l'époque, hein, Gambetta. Hein. Il est face à une armée plus forte que la sienne, la prussienne ou la russe. Il envoie les gens se faire casser la gueule et les gens y vont gaiement. Je le dis à voix haute parce que ma femme est dans l'appartement du dessous, donc elle ne peut pas m'entendre, mais c'est comme ça. Elle non plus, elle ne veut pas le comprendre. Elle est dans le patriotisme, et le patriotisme, comme l'expliquait Céline, c'est on va vous transformer en asticots. Ça n'a jamais été que ça, le patriotisme. On va vous envoyer vous faire tuer sur les champs de bataille au lieu de discuter avec les gens d'en face. C'est ce qu'a fait Zelensky depuis 3 ans. Soi-disant, Trump veut faire l'inverse. On va voir. Il faudra qu'on en reparle de Trump parce que Philippe Randa republie ce livre
J'ai fait une nouvelle préface. Et il y a évidemment un petit espoir avec Trump. Enfin, la dernière fois, on avait un gros espoir. On s'est fait avoir, mais complètement, je le reconnais. Moi-même, je pensais que la bourse allait baisser. J'avais écrit un texte pour Philippe Grasset sur De Defensa. Le texte se terminait orgueilleusement et bêtement. Bourse commençait à baisser. Elles n'ont fait qu'augmenter sous Trump. Donc, il a fait la politique des marchés financiers, comme Biden, comme tous les autres. Il a fait baisser le niveau de vie du pouvoir et le pouvoir d'achat américain. Il a préparé les guerres, et notamment celle d'Ukraine. Il a refusé de parler sérieusement avec les Chinois et de parler sérieusement avec Poutine. Il n'a même pas rencontré Poutine. Trump, il était trop lâche pour ça ou trop calculé pour ça. Et la déception était totale. Donc, dans l'autopsie de l'exception française, j'ai étiqueté les défauts des Français. L'étatisme forcené, tu l'as chez Drummond, tu l'as chez Bernanos, tu l'as chez Céline, mais tu l'as même chez des gens de gauche. Tu l'as chez Marx, qui est très très bien quand il dit que l'État est comme une espèce de parasite qui vide la substance de la France. Il écrit ça au moment de 18 Brumaire, Karl Marx. Le texte est un des plus géniaux du monde pour comprendre l'histoire de France. C'est le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte. C'est celui-là qu'il faut lire. Il fait que 100 pages. Il est magnifique. Proudhon, qui était anarchiste comme moi aussi, était à fond contre l'étatisme français et il expliquait comment l'État se renforce. Et évidemment, on a le maître des maîtres à qui on a consacré un recueil, à qui j'ai consacré finalement un recueil parce que j'avais 25 textes sur lui. Tocqueville. Tocqueville parle de ce citoyen qui va être réduit à rien par l'intervention étatique permanente et c'est un citoyen exactement comme à l'époque de Macron maintenant quand on voit la quantité de crétins abominables, on va en reparler tout de suite. Tocqueville dit on va lui ôter le trouble de penser et la peine de vivre. Et là on est en train d'y arriver avec le super-État totalitaire de Van der Leyen. Messan s'est encore trompé parce qu'il annonçait à Draghi. Messan annonçait aussi la disparition d'Israël cet été. On attend toujours. Demande aux outils. C'est marrant parce que c'est ces gens-là, le genre Messan qu'on a poussé en avant chez les anti-systèmes, sans doute parce que ce sont ceux qui se trompent le plus. Moi, on ne m'a jamais poussé en avant. Alors là, jamais. On me pique sans me citer. Les gens ont globalement compris que le problème, il est dans le peuple, mais alors moi, on me laisse discrètement dans mon coin. D'ailleurs, je ne m'en plains pas parce que finalement, je n'ai pas envie de terminer en prison non plus ou d'être emmerdé spécialement. Mais les gars qui se gourrent le plus, ce sont ceux qu'on met en avant. Donc moi, je dis, méfiez-vous les antisystèmes. À force de lire les conneries de la contre-information antisystème, vous êtes aussi intoxiqués que ceux qui écoutent BFM. Et ce, sur plein de sujets. Et sur Messan, j'aurai un compte à régler sur Mitterrand et sur l'affaire de DPS de Bernard Courcelles, que je connais comme ma poche. Et là, c'était autre chose. C'est juste une parenthèse. Donc, on a cette bêtise aussi extraordinaire qui arrive. Et la soumission devient complètement géniale à Paris. Mais Drummond en parle déjà. Drummond dit que c'est un être qui est un nihiliste, qui ne tient à rien, le Parisien en 1885, et qu'il laissera les gens envahir sa cité sans réagir. C'est ce qui s'est passé. En 1939, ils ont réagi. Après, on nous a fait le coup du peuple parisien qui libère sa ville, mais de qui se fout-on en 1944 et, comme ça, qui fait par enchantement. C'est comme les Russes. Et puis, ils se sont soumis à toutes les modes, à toutes les décadences morales, intellectuelles, culturelles. Et puis là, on leur dit code QR pour sortir de chez toi. Il n'y a aucun problème. On va donner des exemples précis parce que c'est assez amusant. Je me suis rendu compte que quelqu'un avait dit enfin une chose intelligente sur Twitter, parce qu'il manque que des âneries chez les antisystèmes. Il y en a quand même un qui a dit une chose. Il a dit on est convaincu qu'on est la majorité et que les gens pensent comme nous. On est une infime minorité à penser comme ça. Et je vous conseille, il dit comme ça, le gars, 15 jours sans Twitter et vous revivez dans la matrice. Vous revivez au milieu des gens. Vous arrêtez de vous prendre pour Keanu Reeves dans Matrix. Vous arrêtez de vous prendre pour les noirs raisonnables dans Matrix qui résistent à la matrice. Et tu vas voir où tu atterris. J'en avais parlé il y a 2 ans, au moment du Covid, ou 3, je ne sais plus, tu sais, avec Élise Blaise de la TV Liberté. Élise dit, on va vous montrer les gens dans la rue, ils répondent à nos questions, accrochez-vous. Ben là, c'est pareil. On a les barrières, la plus belle ville du monde, la ville lumière, la ville des libertés, elle est complètement un camp de concentration. J'avais annoncé ça il y a 8 ans déjà dans De Defensa, la Terre comme camp de concentration numérique. Ils ont quand même mis des barrières. Il n'y a pas que les codes QR, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de l'électronique, mais ils sont contents aussi de foutre des barrières. Ça ressemble assez au territoire occupé palestinien, il faut bien le dire. C'est une application de ça au niveau planétaire. Je termine juste. Et
Il n'y a aucun problème. Il y en a une qui dit, oh ben nous, on s'amuse, c'est pas grave, c'est marrant. Ça, c'était à propos d'une fusillade à Grenoble. 1,2 million sur Twitter. Et puis, il y en a un autre qui dit, avec une tête de conne, avec les lunettes très fixes, on dirait qu'elles sont bourrées de médicaments aussi, ces bonnes femmes. Hein. Plein, plein, plein. Ah ben moi on m'a contrôlé 3 fois. J'ai dû montrer mon code QR, puis j'ai pas pu descendre à cette station de métro. J'ai dû descendre à l'autre, mais j'avais aussi mon code QR et c'est bien, j'avais mon code QR. Alors le journaliste lui dit, parce que ce sont tous des inquisiteurs politiques, on se croirait au temps de Staline. Donc tout va bien. Oui, oui, tout va bien. Voilà. Avec des gens comme ça, mais on se régale. Oui, mon cher Gilbert, que voulais-tu Non, dire? hier, j'ai vu une photo de Paris, donc de Paris où il va y avoir des événements. Mais Paris libéré! Mais c'était dystopien. Il n'y avait pas Ouais, de ouais, 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 personne. ouais. C'était comme si c'était un après-guerre. C'est effarant. Alors, à propos de dystopie, je ne sais pas si j'ai la couverture du bouquin ici, mais Tatiana a publié son excellent livre qui a été traduit en espagnol, qui est de Philippe Cadic et Le Grand Recette. Et en effet, comme tous les grands écrivains visionnaires, il a vu un certain nombre de points qui étaient déjà visibles à l'époque, hein, parce que tu les inventes pas, ça c'est des bêtises. Et moi, j'arrête pas de dire qu'au lieu de lire et d'écouter les conneries de Marthe Robin, Jaini, Erlmeyer ou je ne sais quoi, qui t'annonce la Troisième Guerre mondiale, ce qui est un secret de polichinelle quand même, tu lis les grands écrivains, ou Jack London, hein, qui annoncent précisément comment va se passer la société totalitaire industrielle et post-industrielle. Elle est de moins en moins industrielle, notre société, on le sait tous, mais elle est de plus en plus une société de surveillance. Et là aussi, il ne faut pas idéaliser le passé. Cette nuit, j'ai republié un de mes textes sur Michel Foucault, qui est un auteur qui a été mal lu, mal compris, comme plein. C'est pour ça que je fais tout ce travail de réinformation des classiques et que j'ai absolument pas besoin, comme on kikine avec l'ingénierie sociale. Foucault explique comment on traite les gens en temps de peste. Donc, tu peux pas sortir de chez toi, tu peux pas voir le gars qui va te amener le pain. Si tu sors de chez toi, c'est la peine de mort. C'est pas mal, hein, ça se rapproche de Macron. Si tu fais ci, tu fais ça, etc. Tu es dans une phase d'interdiction possible. Et alors, ceux qui, comme Bernanos et d'autres, parce que tout le monde sait que j'adore Bernanos et j'ai des crétins qui m'ont insulté parce que j'adore Bernanos, mais Bernanos avait tendance, comme beaucoup de catholiques ou de monarchistes, d'idéaliser le passé. Le regarde pas de trop près, Georges, le passé. Le regarde pas de trop près. Entre les pestes, les guerres, les occupations des troupes anglaises, les mercenaires, les grandes bandes là, du XIVe siècle qui ont dévasté la France au moment de la guerre de Cent Ans, entre les seigneurs un peu durs qui exterminent la moitié de leur cité, c'est très bien expliqué aussi dans les livres sur le Small is Beautiful. En Italie, ça pouvait être un enfer, une petite ville. On se dit, c'est sympa, une petite ville italienne auto-administrée. Ça peut être aussi un enfer, attention à ça. Hein. Moi, l'être humain est toujours prêt à finir comme les termites avec les fourmis à s'entretuer. Hein. Ça, on peut, je ne sais pas si c'est génétique, mais c'est comme ça que ça se termine. Et le Moyen Âge n'est pas un cadeau forcément, et les temps modernes, pas du tout. Et notamment les temps modernes de Louis XIV. Je rappelle qu'il y a une lettre de cet imbécile, la Ursula von der Leyen de l'époque, la comtesse, non pas de Ségur, mais de Sévigné, là, qui explique comment les troupes royales de notre bon roi Louis XIV ont exterminé la population de Rennes. 130 ans avant la Révolution, il y a eu des révoltes, il y a des gens qui demandaient une baisse d'impôts, si, ça. Ils sont rentrés, ils ont massacré tout le monde, ils ont mis à mort les enfants et les femmes en les laissant mourir de faim dans un coin, et les hommes, ils les ont écorchés vifs, ou alors ils les ont roués vifs, en place publique. Et les gens venaient voir. C'est le spectacle, c'est le people déjà à l'époque, ça les occupe. Les gens venaient voir. Et ça, comment il s'appelle? Foucault en parle très bien. Donc je reviens quand même à Paris. Paris, quand on était jeune, moi déjà, je ne pouvais pas supporter cette ville, mais c'était encore géré par Chirac correctement, il faut reconnaître. Hein, ça a commencé à s'effondrer qu'à partir de l'an 2000, quand les socialistes ont mis le grappin dessus. Je me souviens du slogan de Lanoé, c'était changer d'air. Et il y avait un jeu de mots, tu te souviens, il y avait A-I-R et E-R-E. Et en effet, alors là, ils ont changé d'air. Mais ça les motive. On a vu aux dernières élections dont on a parlé que c'est à peu près 80% de la population est pour Macron, le Front populaire et pour l'extrême gauche à Paris. Donc, ils sont enthousiastes, comme dit mon copain Antoine à Vézelay. Ils en redemandent. Et Antoine
me tient au courant de ce qui se passe parce que il fait partie des lecteurs qui travaillent ou des copains qui travaillent encore, donc il a plus de contact avec les gens. Et il me dit, c'est pire que ce que tu peux croire, même dans les villages, parce qu'on pourrait se dire, tu sais, Campagnol, lui, il fout son chien à sa gauche, il invente des gens avec qui il discute, qui n'existent pas, et puis alors, patati patata, la folie des Parisiens. Non, 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 c'est beaucoup plus compliqué que ça, malheureusement. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus grave. Presque tout le monde est d'accord de se faire écharper par l'État-providence local, français, européen, mondial, mondialiste et extraterrestre. J'y peux rien, c'est comme ça. Mais si tu remarques, Nicolas, au-delà du peuple et des gens, les antisystèmes qui vivent entre eux, donc ils sont Oui, dans un monde irréel ou parallèle, le problème, c'est que je note maintenant que les antisystèmes de gauche et de droite sont préoccupés à s'insulter de fascisme et d'antifascisme. oui, Quand mais le ils ont fascisme est toujours mort, été bons qu'à ça, hein. oui, quand le fascisme est mort il y a Les... 70 ans, quoi, il y a 80 ans maintenant. on en parlait hors antenne. Moi, j'ai commencé à publier, non pas à l'extrême droite, mais dans l'Idiot international. Je leur ai amené un texte, d'ailleurs, c'est marrant, contre l'abbé Pierre. J'avais Ouais. fait un jeu de mots. L'abbé Pierre est une ordure, au lieu du Père Noël est une ordure. Je ne pouvais plus supporter ce vieux con qu'on nous Je sortait l'ai à la jamais télé supporté. comme une marionnette, comme Biden, comme Biden. C'était la générosité, les gens, le machin bidule. On sentait que le gars a été manipulé depuis sa naissance quasiment, hein, comme le numéro 2 de Trump dont on reparlera, la J. D. Vance, qui a l'air d'être un scandale public, mais Mais total. c'est la gauche de l'Église quand même. L'abbé C'est Pierre, ça, c'est donc la gauche ça. de Et l'Église. l'abbé Pierre, c'est le catho de gauche, donc c'est l'essence de cette société hypocrite, bourgeoise et humanitaire qui adore le Ouais. pognon, mais qui adore la charité, mon bon Seigneur. C'est vraiment ça. Et donc, j'avais publié là-dessus. Et Jean Hidernalier, avec qui j'ai eu pas mal de liens, et j'ai connu aussi sa fille, Béatrice Chapiro, qui est extrêmement gentille avec moi, puis qui a écrit un très bon livre sur Jean Hiderne, et puis qui avait été reçu plusieurs fois sur PPDA. Et PPDA ne m'a pas reçu, alors qu'il m'a envoyé des lettres pour me dire qu'il le ferait. Enfin, c'est pas grave, c'était ma jeunesse. Un bref rappel. Et bon, cette alliance rouge-brun était très bien. Il y avait aussi Alain Sanders, il y avait mon futur éditeur Thierry Pfister, il y avait tout un tas de gars qui pouvaient venir très à gauche ou très à droite, plus de gauche que de droite, je te rassure, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'était quand même une ambiance assez tolérable. Puis évidemment, tout ça s'est désintégré. Moi, après, j'ai quitté la France, donc je ne me suis plus trop préoccupé de ce qui se passait. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a un effondrement intellectuel général et que les antisystèmes ont pris le pouvoir en France et qu'il n'y a plus de bloc intellectuel de droite. D'ailleurs, on le voit très bien avec Robert Stöckers, il reprend peu de textes français, j'allais dire, à part les miens. Il prend des textes allemands, italiens, Il y a américains, pas de texte français. russe, mais il n'y a pas de texte français. Il y a pas pléthore de textes français par les miens. C'est le moins qu'on puisse dire parce que plus personne ne fait le travail de fond. Le mec fait du réactif médiatique, ce qui ne mène pas grand-chose. Ou alors c'est à la Philippot. On va se réveiller, le peuple va se réveiller. Mais voilà. Tu parles qu'il va se réveiller. Mais le travail de fond, malheureusement, ne prédispose pas au grand optimisme. Quand tu as eu un pays qui a inventé la monarchie absolue, qui a inventé la terreur, et qui a inventé le Premier Empire, et qui a inventé le Second Empire, et qui a inventé les guerres mondiales, parce que c'est la France qui a inventé les guerres mondiales, hein, ce n'est pas un autre pays, c'est la France, et qui a inventé mai 68, et qui a inventé mai-juin 80, et qui a inventé le macronisme, on ne peut pas dire que c'est un pays prédisposé, comme je le disais tout à l'heure, à la liberté au reste. Par contre, c'est un pays qui se la pète. Ça, c'est ce que dit très bien Céline dans les pamphlets, c'est pour ça que j'ai écrit sur les pamphlets. Je trouve que je vends pas assez de livres, ce livre, et ce n'est pas juste parce que c'est le livre peut-être le plus important, c'est l'essence sur l'hypocrisie fondamentale française. C'est ça en fait. Le gars accepte les manifestations contre le Front National en 2024 au bout de la 50e fois, et puis comme Manon Aubry, elle va embrasser la fureur totalitaire de l'Europe. Le gars accepte de faire blocage pour maintenir Macron au pouvoir, puis après il se plaint. Et puis après, il accepte de se faire contrôler un code cuir pour rentrer chez lui. Mais où va-t-on? Et ça a toujours été ça. Donc c'est pour ça que je maintiens aussi qu'un des textes les plus importants que j'avais fait, c'était Cochin, le conditionnement des Français avec la Révolution. Et puis il y a aussi évidemment l'anglaise de Taine. Donc je rappelle, c'est une de mes braves dames, comme j'ai mes gentilles lectrices, Génie, Amal, Marie et Germaine maintenant. J'aime bien ce prénom, c'est un très joli prénom, Germaine. Et donc, cette brave dame, elle est en France pendant la Révolution, puis elle voit l'évolution de la terreur, elle voit la soumission des gens, et elle le décrit. Et chaque endroit a son commissaire qui vérifie jusqu'où tu peux aller. Tu te souviens qu'il y a eu un film de
Éric Romer, tu sais qu'il avait donné toutes les garanties au système, hein, le brave Scherer. Son frère est un des théoriciens de la pédophilie, d'ailleurs, à Romer. Il faut le savoir. Moi, je l'ai pris par Wikipédia. Je ne fais pas dans le complotisme du tout. Il a fait l'Anglaise et le Duc. Et en effet, tu vois dans l'Anglaise et le Duc que tu ne peux pas rentrer et sortir de Paris, que tu ne peux pas faire grand-chose dans Paris et que à chaque angle, tu risques la prison ou la guillotine. Et il dit que les gens sont tellement soumis, l'Anglaise, elle dit de Taine, les gens sont tellement soumis que on leur donne une convocation pour aller se faire arrêter. Ils y vont seuls. Il n'y a même pas besoin d'amener les gendarmes. Ben, C'est fou. ils nous ont bien confinés pendant 1 an et demi et on est allés tous en prison à la maison Voilà. en applaudissant, Non, d'ailleurs. mais là, c'est pour aller se faire tuer quand même. Le confinement, tu connais la paresse des gens. On leur dit de ne pas sortir de chez eux, de ne pas aller au taf, et puis on leur dit on vous jettera des miettes, ça suffit. Hein, faut pas, c'est la nature humaine. Mais quand c'est pour aller te faire tuer, ils y vont quand même aussi. Et on va voir quand il va mobiliser après l'attentat russe qui va se produire pendant les JO, on l'attend tous impatiemment, hein, j'espère. Quand il va mobiliser 500 000 jeunes qui, paraît-il, d'après tous les généraux de plateau, veulent aller se faire tuer par les Russes, quand il ira mobiliser tout ça, peut-être que ça se passera très bien aussi. Et alors, elle l'a dit, les journaux n'arrêtaient pas de mentir pendant les guerres révolutionnaires. C'est comme ça qu'ils tenaient le moral des troupes, des civils. Et Bernanos, dans La Grande Peur des Bien-Pensants, donne 4 pages de l'horreur française. C'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de gens qui ne réagissaient pas, de l'horreur française. On leur disait que les Allemands se rendaient, ou que leurs armes ne fonctionnaient pas, ou qu'ils étaient tous malades, ou qu'ils étaient morts de peur, et qu'ils voulaient rentrer au pays, qu'ils écrivaient à leur maman, et les gens gobaient, gobaient, gobaient. Bon, bah, ça n'a pas changé. Donc, on est tombé sur un gars finalement assez intelligent, Macron, qui veut vraiment garder le pouvoir, comme Napoléon III quand il a pris le pouvoir en 1851. Et il a fait un plébiscite et il a été élu empereur, si j'ose dire, avec 95% des voix, hein, je te rassure. En 1870, je le répète, Napoléon III refait un plébiscite et à 90% des voix, les gens sont pour. En juillet, 2 mois avant la défaite de Sedan. Donc, s'imaginer que Macron ne connaît pas l'abécédaire de l'histoire de France et que le brave peuple va le mettre dehors, mais c'est n'importe quoi. Le peuple n'a été capable que de mettre à la porte le roi le plus gentil du monde, qui s'appelait Louis XVI. Louis XVIII n'a pas fait tirer, non, oui, Louis XVIII n'a pas fait tirer sur les gens et Charles X a préféré s'en aller. On avait les rois les plus gentils du monde et ils maltraitaient pas les gens. La République leur tire dessus, ils adorent ça, c'est pas la peine. C'est Anatole France, contrairement à ce que pense mon ami John Longland, et ce n'est pas Maurras qui n'a jamais dit une seule chose intelligente de sa vie. C'est Anatole France qui a dit la République est un système, est un régime qui gouverne mal, mais qui se défend bien. Alors là, on va voir. Alors maintenant, on en revient à ces Jeux Olympiques pour terminer dessus. C'est évidemment, c'est pas bon pour le commerce. Donc pourquoi ils tuent le commerce? C'est un Bonne flop question. total, paraît-il. Il y a déjà moins de tourisme en France. Moi, je l'ai dit sur le blog il y a 3 mois. J'ai dit ça va être un flop total et j'avais un très bon moyen de le savoir, c'est Booking. Booking, je regarde, j'ai déjà dit, pour moi, Booking me sert d'évaluateur de l'économie mondiale. Je me suis rendu compte que les choses vont de plus en plus mal aux États-Unis. Les prix ont commencé à baisser salement sur Booking aux États-Unis, même aux États-Unis. Il y a plein de pays qui ne valent plus rien. La Chine ne vaut plus rien. Le Japon ne vaut plus rien. Pourquoi? On m'a expliqué aussi que comme tu ne peux plus survoler la Russie, tu es obligé de faire des détours, c'est beaucoup plus long. Là, on était à Grenade avec ma sœur, à Séville, à Cordoue. Il y avait moins de touristes aussi. Et il y a beaucoup moins de touristes asiatiques parce que les vols sont beaucoup plus chers. Donc, il y a ça déjà. Et puis ensuite, il y a, en effet, ils veulent casser totalement l'économie française. Ça, on finira peut-être par le comprendre, mais je ne crois pas. Malgré Charles Gave, le mec ne veut pas comprendre. Là aussi, les mecs ne comprennent pas. Ils ont un mec qui passe, ça c'est le problème Asselineau. Il a une émission, il fait 50 000 vues, 100 000 vues. Ça y est, je vais être député. Oh, mais c'est plus compliqué que ça, hein? C'est plus compliqué que ça, mon gros, hein? 100 000 députés sur YouTube, non, 100 000 crétins sur YouTube qui restent quelques secondes à t'écouter parce que sinon, il faut se le taper plus d'une minute. Hein. Mais c'est pas ça qui va faire de toi un député. Et arrête de croire que parce que tu as fait 1 million de vues ou 10 millions de vues sur YouTube sur 10 ans, tu es le futur président de la République. Le gars, il est déjà dans son monde virtuel anti-système. Et le système, je l'ai dit il y a 10 ans déjà, le système nous enferme dans une opposition liquide. Et le mot liquide a donné liquider. Le système nous a liquidés par cette opposition liquide parce que tu es toute la journée sur ton smartphone ou devant ton écran et tu crois que ça va refaire le monde, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le mec s'est fait avoir. Jean Baudrillard, toujours lui, a dit dans un texte que j'ai souvent commenté, le virtuel liquide notre apocalypse.
et j'allais compliquer, il liquide notre capacité à réagir. Il liquide notre existence physique, par définition, le virtuel, et il crée des gens qui sont tous devant les smartphones, ceux qui sont pour le système comme ceux qui sont contre. On peut simplement constater que les Américains, dont on a dit tellement de mal, moi le premier, sont le peuple le plus réactif et le plus sympathique du monde pour défendre ses libertés par rapport aux autres, parce que finalement, les gouverneurs républicains ont refusé d'appliquer le programme totalitaire, nihiliste, génocidaire et sanitaire de Davos et de l'OMS, et les États-Unis n'ont pas basculé dans le camp du mal. Si on est sauvé, si on peut encore se parler aussi d'ailleurs au niveau démocratique, toi et moi, et toucher des milliers de personnes, c'est grâce aux Américains. Donc, il y a une force du mal, un dark side of the moon chez les Américains, mais il y a aussi un bright side of the moon. Heureusement qu'il y a les Américains, parce que les Européens ont sombré complètement dans le socialisme. Il y a 30 ans, Le Pen me demande d'aller interviewer le professeur Nathanson, qui d'ailleurs s'est converti au catholicisme après, et il a eu tort. Quand on voit ce qui est devenu le catholicisme, il a eu tort. Nathanson me reçoit dans un très bel hôtel à Paris, au Bristol, je crois, où Woody Allen a tourné aussi des scènes après avec Owen Wilson dans le petit film qui se passe à Paris. Midnight à Paris, je ne sais plus quoi. Et on parle donc de l'avortement, de la lutte, de ci, de ça, et de politique, parce que bon, l'avortement, je ne me faisais plus trop d'illusions, hein, c'était loin derrière nous déjà. Hein. Il ne faut pas faire des combats qui ont déjà été perdus il y a 50 ans. Ça aussi, c'est assez le virtuel réact. Mais enfin, Nathanson me dit une chose très juste. Vous, les Européens, vous êtes bien mal avec votre socialisme. Et c'est vrai que les Américains se sont mis au socialisme un petit peu à partir de Clinton. Ça s'est accéléré surtout à propos de l'antéchrist. C'est vraiment lui qui nous a mis dans la merde, c'est Obama, et qui a chassé le pape qu'on avait, qui était bon pour le remplacer par celui qui l'on sait, Bergoglio. Et c'est lui qui a africanisé et socialisé l'Amérique, c'est Obama. Et comme par hasard, les livres d'Obama se vendent comme des petits pains. Ils ont 5 sur 5. Et comme par hasard, quand il va faire une conférence en Suisse, mon lecteur Rémi Serge Lundou me disait 6000 personnes, elles ont payé chacune 1000 francs suisses. Donc, le bonhomme de neige Obama gagne 6 millions d'euros dans un après-midi, il parle 1 heure, il repart après dans son jet à dire qu'il faut qu'on ne roule plus en voiture. Et donc, le socialisme est arrivé aussi aux États-Unis, mais en France, il est là depuis 1789, donc c'est un peu emmerdant. Enfin, on ne va pas attaquer 1789, il y a pas que du mal dans 1789, heureusement. L'abolition de certains des droits féodaux, des choses qui tournent autour de la chasse, etc. Mais déjà, la création des départements, moi, ça m'a fait peur. Tout ce qui est progression du pouvoir administratif qui ensuite va être contrôlé par l'État me fait peur. Donc le socialisme est en train d'en terminer totalement avec l'Europe. Et là encore, je vais me contredire, parce que souvent on me reproche de me contredire, mais j'y peux rien. C'est la réalité qui est dialectique, c'est pas moi qui me contredis, ça n'a rien à voir. Je suis dans l'Espagne socialiste, ça se passe bien. Je remercie encore Sanchez. Le mec de droite voulait nous balancer 3 000 euros d'amende si on n'était pas vacciné. Feijóo du PP. Sanchez a fait un peu de zèle, mais pas trop. Et puis, on est dans un pays où on a 3% de croissance par an, beaucoup moins d'immigration sauvage qu'avant. Il y en a, mais ça se passe très bien, je dois dire. Hein. Il n'y a pas encore trop de problèmes, en tout cas pas dans ma région, et pourtant, on est face à l'Afrique. Et on est dans un pays encore tranquille. Bon, ben, je ne vais pas trop le dire parce que je ne veux pas non plus que trop de Français débarquent en Espagne. De toute manière, comme on n'a pas beaucoup d'auditeurs, on ne risque pas de prendre. Le mec qui fait du zèle, on le connaît, il veut aller à Londres où il y a 70% maintenant de. Non, il y a 85% de non-anglais à Londres. C'est pas mal. Et il peut aller à New York tant qu'il veut, ou Los Angeles, et il va s'éclater. Ou alors en Australie où il pourra dépenser 20 000 dollars pour aller à un concert de Taylor Swift. Bon, Donc, vive les JO. Et voilà, une fois de plus, Bonal avait raison. Et on va dire qu'on n'est qu'au début, on n'est même pas au début des JO. Alors, attention aux attentats, parce qu'alors là, ce qui reste de liberté va partir en haute voltige. eh bien, ça va être le mot de la fin. Donc, Oui. pour redonner le moral à nos auditeurs. Et bon, Bonal et Daouet, c'est fini. À la semaine prochaine.